Bien, puisque tout le monde a l'air en place, nous pouvons continuer. Donc, question de and Shakespeare. Alors, on a pu, à partir de cette mention, avoir quelques doutes sur cet enregistrement de Moseley et cette formule. D'abord, comme vous l'avez entendu, sinon vu, le nom de Shakespeare apparaît après un point, sans master, et comme s'il avait possiblement été ajouté dans la ligne. Et ce qui a pu renforcer certains doutes, ce sont d'autres attributions par Moseley dans ses différents enregistrements à Shakespeare de pièces qu'aucune tradition n'a jamais retenues dans le corpus shakespearien. Par exemple, dans ce même enregistrement des 41 pièces de 1653, on a The Merry Devil of Edmonton by William Shakespeare. Et cette pièce n'est pas du tout inconnue, c'est une pièce qui a été publiée en 1608, anonyme, qui a sans doute été représentée en 1612 et 1613, puisqu'on l'avait trouvée dans les pièces payées par les trésoriers du roi pour la compagnie de théâtre. Elle a été rééditée 3 fois avant 1653, mais elle n'est jamais entrée dans le corpus shakespearien. Le corpus shakespearien ayant cette mobilité ou malléabilité, puisqu'on commence avec les 36 pièces du folio de 1623, mais en 1664, pour la seconde réédition du folio, j'ai évoqué celle de 1632 qui reprend le corpus des 36 pièces, mais en 1664, on ajoute 7 pièces attribuées à Shakespeare, mais qui vont au cours du XVIIIe être retirées du corpus, mais pas le Merry Devil of Edmonton, le joyeux diable de Edmonton. On a donc là une attribution par Moseley d'une pièce qui laisse sans doute le seul à avoir attribué à Shakespeare. Mais entre parenthèses, on voit que cette mobilité de la définition du corpus est un élément supplémentaire pour plaider ou souligner l'écart entre une définition moderne de la littérature où le corpus des œuvres n'est pas lié à leur reconnaissance de leur authenticité, mais il est lié à savoir ce qui fait œuvre et ce qui ne fait pas œuvre, alors que pour un auteur comme Shakespeare, mais tous les auteurs élisabéthains, c'est la variation historique des pièces qui ont été reconnues ou exclues comme de la main de cet auteur qui est le phénomène essentiel. On pourrait même le trouver jusqu'aux éditions contemporaines, c'est-à-dire est-ce que l'on inclut dans les éditions contemporaines des pièces où on a reconnu la main, alors là, dans le seul cas autographe de Shakespeare, Sir Thomas More, ou bien cette intégration de Cardenio, même si on ne met qu'une mention du texte. Donc il y a une mobilité, une incertitude autour de cette définition, mais en tous les cas, dans le cas du Merry Devil of Edmonton, il n'est jamais entré dans aucun des corpus shakespeariens. Et surtout, il y a 2 autres pièces, Henry the First and Henry the Second, qui sont données by Shakespeare and Davenport, c'est-à-dire un Henri Ier, les 2 parties de Henri Ier, attribuées à Shakespeare et Davenport. On sait qu'une pièce qui portait sur Henri Ier d'Angleterre a été autorisée par le Master of Revels, le maître des menus plaisirs de roi, en 1624, qu'elle a été attribuée à Davenport, mais jamais aucune autre association de cette pièce ou de ces 2 pièces sur Henri Ier n'a été faite en relation avec Shakespeare. Il y a donc une incertitude ou une certaine imprécision dans les attributions de Moseley. Et on le retrouverait dans l'autre longue liste de pièces qu'il fait
enregistré par la Stations Company comme sa propriété en 1660, où il attribue à Shakespeare The History of King Stephen, The Duke Humphrey, a Tragedy, and Iphis and Iantha, or a Marriage Without a Man. Aucune de ces trois pièces, l'histoire du King Stephen, la tragédie du duc Humphrey et ce Iphis et Ianthea, ou le mariage sans homme, présenté comme une comédie, n'ont été attribuées à Shakespeare. Donc le doute s'est insinué sur le Shakespeare lié à The History of Cardenio et peut-être plus généralement sur les attributions de Moseley. Il y a eu une réaction pour deux raisons, et là je suis de très près un des plus grands spécialistes de cette question, qui est Gary Taylor. D'un côté, finalement, dans l'ensemble, les imprécisions de Moseley ne sont pas plus fortes que celles de tous les autres libraires éditeurs, et que donc c'est un mélange de ce qu'il imaginait et de ce qui était la réalité, mais il y a un socle de réalité derrière ces attributions. Alors pourquoi maintenir Shakespeare? Pour la raison suivante, c'est que la formule du titre, The History of Cardenio, et on a pu montrer que ce type de titre, The History of Cardenio, The History of quelque chose, est un titre beaucoup plus shakespearien que de tout autre dramaturge. Les Fletcher, il n'y a aucune pièce qui a pour titre The History of, et pour d'autres dramaturges, au maximum deux pièces peuvent avoir cette formule, alors que dans le cas de Shakespeare, la liste est longue. The History of Henry IV, le Henri IV de 1598, le Chronicle History of Henry V, le Henri V de 1600, The Most Excellent History of the Merchant of Venice en 1600, là aussi, The Tragical History of Hamlet, Prince of Denmark, c'est l'édition de 1603, puis repris en 1604. His True Chronicle History of King Lear and His Three Daughters en 1608. L'édition quarto du roi Lear, et qui commence par is, parce qu'il y a dans la volonté d'affirmer sur le marché des pièces ce King Lear de Shakespeare contre un précédent King Lear publié en 1605, et Shakespeare déjà doté d'une réputation forte. La page de titre commence par Master William Shakespeare is Chronicle, His True Chronicle, History of King Lear. Mais c'est une exception, c'est dans un conflit d'édition que l'on a cette ostentation du nom d'auteur. Mais la série pourrait se continuer avec The History of Troilus and Cressida en 1609 ou The Famous History of the Life of King Henry VIII, je mentionnais, dans le folio de 1623. Donc on a là une trace, un indice du fait qu'une attribution d'une pièce qui a porté The History of a une grande possibilité d'être shakespearienne, soit que Shakespeare lui-même donnait ses titres, soit que la formule se soit attachée aux pièces de Shakespeare à travers toutes leurs éditions. Comme on le voit, il y a ici 7 pièces qui sont construites dans le titre sur la formule The History of. Donc, au point où nous en sommes, on peut dire qu'avec ce document de 1653, on a une pièce qui avait un titre ou un thème et qui maintenant a un véritable titre, The History of Cardenio, qui a deux auteurs, Fletcher et Shakespeare, qui sans doute avaient un texte, puisque le régime des entries dans la Stationers' Company suppose que vous ayez cette copie, qu'elle soit enregistrée comme telle. Et très souvent, dans les entrées de la Stationers' Company, vous avez the book of, c'est-à-dire une matérialité. Donc, il y a eu un livre qui correspondait à The History of Cardenio. Mais
Mosley, comme pour beaucoup d'autres de ses titres enregistrés, n'a jamais publié cette pièce. Il en avait la propriété, mais comme on l'a vu, il a la propriété sur des dizaines de pièces et il n'en a publié qu'une partie. Et néanmoins, cette propriété s'est transmise. C'était le cas d'une propriété des writing copies. Il pouvait être considéré comme permanent, perpétuel, pouvait être transmis en héritage, pouvait être partagé, pouvait être cédé. Et on a une trace de cette vie de ces writing copies, puisque en 1718, il y a un document qui est à l'occasion d'une session de writing copy d'un libraire à un autre, de Mosley et ses héritiers à Thomson, et on voit qu'il y a la liste dans ce document de tous les writing copies de Mosley entre le 29 mai 1630 et le 8 août 1661, et on y retrouve bien The History of Cardenio by Fletcher and Shakespeare. Et à ce moment-là, ces writing copies sont acquis par un libraire éditeur très important qui est Jacob Tonson, puisque Jacob Tonson est l'éditeur des Works of Shakespeare pour le XVIIIe siècle. C'est lui qui a déjà édité à ce moment-là, 1718, une première œuvre complète de Shakespeare, qui est l'édition de 1709 de Nicholas Rove, qui est la première qui vient se succéder à la série des folios, 23, 32, 64 et 85. Et c'est lui qui a commandé, ou commandera à Pope, une nouvelle édition qui paraîtra en 1725. Donc il a un intérêt à acquérir tous les writing copies sur des œuvres de Shakespeare ou attribuées à Shakespeare. Et c'est pourquoi il acquiert auprès de Mosley et de ceux qui le représentent cette writing copy mise en liste et dans lesquelles on trouve le Cardenio. Mais lui aussi, Jacob Tonson, ne publiera jamais séparément ce Cardenio, dont il avait la propriété, et nous ne savons pas s'il avait du même coup un manuscrit. Il est là une question insoluble de savoir si, avec la liste des writing copies, s'était transmis la totalité ou une partie des copies elles-mêmes, c'est-à-dire des manuscrits. Donc on a une pièce avec un titre, avec des auteurs, sans doute avec un manuscrit mais perdu, avec un writing copy transmis, mais une pièce sans texte, puisqu'elle n'a pas été publiée ni après les représentations de 1613, ni par ceux qui détenaient le writing copy, Mosley 1653, Thomson 1718. Une pièce en texte avec peut-être deux exceptions. La première, vous me direz c'est la plus rudimentaire, son titre, The History of Cardenio. Mais peut-être un fragment qui serait le chant chanté sur scène, l'aria chanté sur scène par Dorothea, qui, comme je le rappelais, a été séduite par Fernando, lui a cédé après avoir reçu sa promesse, le serment et même un anneau qui lui passe au doigt, mais qui a été trahi, puisque Fernando l'abandonne pour sa passion ou son désir pour Lucinda, qu'il va épouser, et Dorothea. Comme Cardenio, désespéré pour la même raison, s'est retiré dans la Sierra Morena, Dorothea, elle aussi, après de nombreuses péripéties qui l'amènent à se déguiser en homme, entre dans la Sierra Morena. Et dans le texte de Cervantes,
traduction de Canavaggio. C'était le premier chapitre de la 4e partie, maintenant le chapitre 28. Et les personnages sont Cardenio, le barbier et le curé, qui sont à la recherche de Don Quichotte qui s'est retiré à son tour dans la Sierra Morena. Je cite la traduction. Au moment même où le curé se disposait à consoler Cardenio, puisque Cardenio a conté de manière rétrospective tous les épisodes de son malheur, notre comte, au moment même où le curé se disposait à consoler Cardenio, il en fut empêché par une voix qui parvint à ses oreilles et en de tristes accents disait ainsi. Hélas, mon Dieu, serait-il possible que j'aie enfin trouvé un lieu qui puisse servir de sépulture cachée à ce corps dont, bien malgré moi, je supporte le lourd fardeau? Oui, sans doute, si la solitude que promettent ces montagnes ne me trompe pas. Ah, malheureuse, comme elle serait plus agréable que celle d'aucun être humain au monde, la compagnie que feraient à mes desseins ces rochers et ces broussailles, en me donnant le loisir de me plaindre et de faire part ainsi de mon infortune au ciel, plutôt qu'à aucune autre créature humaine, car il n'est point de compagnie sur terre dont on puisse attendre conseil dans le doute, réconfort dans les peines, remède dans les maux. Toutes ces paroles furent entendues distinctement par le curé et par ceux qui étaient avec lui. Et comme il leur parut, ce qui était le cas, qu'on les disait tout près de là, ils se levèrent pour en chercher l'auteur. Et ils n'avaient pas fait 20 pas qu'ils découvrirent derrière un rocher, assis au pied d'un frêne, un jeune garçon vêtu comme un paysan. Comme il tenait son visage penché, attendu qu'il se lavait les pieds dans un ruisseau qui coulait à cet endroit, ils ne purent d'abord le distinguer. Et ils s'approchèrent en observant un tel silence qu'il ne s'aperçut pas de leur présence, tout occupé qu'il était à se laver les pieds, si blanc qu'on eût dit des morceaux de blanc cristal nés parmi les autres pierres du ruisseau. Et il se découvre lorsque le garçon ôte son bonnet et remue la tête que ce garçon est doté d'une magnifique chevelure et que donc ses longs cheveux blonds ne couvraient pas seulement les épaules, il l'enveloppait et la cachait tout entière, et donc se découvre Dorothea sous les apparences de ce jeune garçon. Donc, on a ce moment-là dans Don Quichotte, ce qu'a pu lire Fletcher et Shakespeare dans le texte original espagnol ou dans la traduction de Shelton. Dès le milieu dans des manuscrits du XVIIe siècle, on a des airs qui ont été composés par un compositeur anglais qui était en même temps un luthiste, qui jouait du luth, qui s'appelle Robert Johnson. Et il était au service de la troupe des comédiens du roi depuis 1609. Et il le restera jusqu'en 1628. Et parmi les manuscrits de ces airs ou chants qu'il a composés, il y en a un qui commence par Woods, Rocks and Mountains and the Desert Place. Les bois, les rochers, les montagnes et le lieu du désert. Et c'est un air sous la forme classique du lamento, où a poor maid, une pauvre jeune fille se plaint des trahisons de l'amour. Il y a par exemple ce vers Hollow loves that never keep truth in their hearts. Les faux amants, hollow lovers, les faux amants qui ne gardent jamais la vérité dans leur cœur, c'est-à-dire qui trahissent leurs promesses faites comme mariage, épousailles avec la jeune fille. Donc on a ce texte, il n'est pas question de nom, c'est un texte chanté par une jeune fille, poor maid, mais elle n'est pas nommée. Mais il est question de ce genre qui a pu être étudié, du lamento, de la lamentation, qui est à la fois un genre poétique, un genre musical, et même, dans le cas italien, un genre typographique, puisque des petits livrets sont des lamenti sur tel ou tel objet personnel ou historique. Et donc,
on a à partir de là une double hypothèse. La première hypothèse, elle est fondée sur la concordance qui existe entre les paroles de cette ère et ce que j'ai lu du Quichotte. Et une concordance qui n'est pas simplement une jeune femme qui se plaint de la trahison de son amant, Orlo Lover, mais qui la situe avec des grandes parentés de vocabulaire. Dans les deux textes, l'Aria et Don Quichotte, on a les montagnes, les rochers, la forêt ou les broussailles, on a le ruisseau, Silver Fountain and Hollow Waters, là encore, les eaux qui déçoivent, les eaux qui sont fausses, trompeuses. Et j'ai lu le texte en français, mais le vocabulaire de la traduction de Shelton de 1612 est évidemment très concordant avec le vocabulaire rencontré dans cette aria. Deuxième hypothèse, alors première hypothèse, cette ère peut avoir un rapport, une relation avec Dorothea de la nouvelle de Cardenio. Deuxième hypothèse, attribuer ce chant, cet aria, les paroles, à Fletcher. Et ici, c'est un travail qu'a fait Gary Taylor en utilisant toutes les... le travail est complexe dans le détail, mais assez simple dans le principe, c'est-à-dire retrouvant d'ailleurs une formule de la philologie du XVIIIe siècle, ce que l'on appelle les verbal parallels, c'est-à-dire de voir des associations de mots, en général verbe, adjectif, enfin sujet, verbe, adjectif, adjectif, nom, de voir ces associations de mots et de repérer si elles sont plus ou moins fréquentes dans tel ou tel auteur. Travail que la philologie du XIXe siècle faisait à grand-peine, puisqu'il fallait comparer des textes qui n'étaient pas toujours nécessairement disponibles, alors que le monde numérique permet évidemment l'immédiateté de ces comparaisons. À partir du moment où les textes ont été numérisés, comme par exemple dans ce Literature Online, vous pouvez, en appelant une séquence de mots, voir où elles se rencontreraient dans les corpus numérisés. Et dans le cas de la littérature dramatique anglaise du XVIIe siècle, presque la totalité des pièces sont accessibles dans cette forme numérique, au moins pour des auteurs importants. Et avec ce travail, comparant les associations verbales de l'aria de Johnson, ça c'est une chose sûre qu'il a été composé par lui, et les auteurs du temps, ce qui ressort est la grande proximité entre ces associations verbales chez Fletcher et dans le texte de cette aria. D'autre part, un autre argument renforce peut-être cela, c'est-à-dire que le texte de l'aria est écrit dans une formule métrique qui est le pentamètre iambique et qui est une formule presque exclusive, sinon totalement exclusive, à Fletcher, mais par exemple jamais utilisée par Shakespeare et jamais utilisée par beaucoup d'autres dramaturges. Donc il y a une sorte de probabilité, de plausibilité pour attribuer le texte de cet aria à Fletcher. Donc du coup, vous me direz, ça renforce ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire l'attribution, la véridicité de la présence de The History of Cardenio by Master Fletcher. Alors pourquoi cet argument peut avoir une importance pour Shakespeare et pour l'attribution à Shakespeare? Il faut faire un autre détour. C'est par un texte qui est intermédiaire entre le Cardenio perdu de 1613 et la History of Cardenio, l'enregistrement par Mosley de 1653. Cet intermédiaire est un curieux texte de Edmund Gayton, ça s'écrit G-A-Y-T-O-N, qui s'appelle Pleasant Notes upon Don Quixote, notes amusantes
à propos de Don Quichotte, un texte qui sera publié en 1654, donc l'année après l'enregistrement, mais qui peut être utilisé pour éclairer cet enregistrement. On est dans un moment d'ailleurs où il y a un intérêt pour Don Quichotte, puisqu'en 1652 a été réédité pour la première fois la traduction de Shelton, de 1612, première partie, 1620, deuxième partie. Curieusement, d'ailleurs, c'est la première fois où Don Quichotte apparaît dans un format in-folio dans toute l'édition européenne, puisque cette réédition de 1652 de la traduction de Shelton a ce format-là. Alors Gayton, s'emparant de cette réédition, construit un texte fascinant, difficile, dans lequel, pour chacun des chapitres de Don Quichotte, dans la traduction de Shelton, il donne un argument en vers, puis des notes, des commentaires qui s'attachent à des fragments du texte. Et ces commentaires ou ces notes, pour les non-spécialistes dont je suis, sont assez complexes dans la mesure où ils font de multiples références à l'actualité littéraire, intellectuelle et politique du temps. C'est une sorte d'actualisation de Don Quichotte avec de multiples références, les unes érudites, littéraires, dramaturgiques, et d'autres avec la situation politique du temps. Et dans les résumés et dans les commentaires qui portent sur les chapitres où on rencontre Cardenio et Dorothea, il donne de longs poèmes en vers pour le récit de Cardenio, des sortes de paraphrases en vers du texte en prose, Cardenio's Story, qui a 147 quatrains, ou bien Dorothea's Tale, qui a 319 vers. Alors, vous voyez quel rapport avec notre discussion? Le rapport est le suivant. C'est le fait que lorsqu'il arrive à la rencontre entre le curé, le barbier, Cardenio et Dorothea, vous avez vu ici, elle est décrite comme ils entendent une voix, des paroles qui sont dites distinctement par cette voix, et un texte d'une sorte de monologue, de lamento qu'elle se dit à elle-même de Dorothea. Lorsque Gayton commente ce passage, on a l'impression qu'il commente un chant, un aria, dans la mesure où ici, ce qui était seulement traduit par Shelton comme a voice or all the words devient une plainte chantée, multiples références à la qualité de la voix et références à la musique. Extraordinary pleasant voice, so ravishing a voice, plus loin, echo and falling tunes. Donc un vocabulaire de la musique, une attention à la voix qu'on porte plus naturellement sur une voix qui chante que sur une voix qui parle, comme si Gayton avait assisté à une représentation de la pièce et ne se contentait pas de commenter le texte dans la traduction de Shelton, mais indirectement faisait allusion au fait que Dorothea chantait. Et on sait évidemment, il suffit d'avoir vu des pièces de Shakespeare, que dans de nombreux moments, il y avait des intermèdes, des interludes ou même des airs qui étaient chantés dans les pièces. Et du coup, ça suggérerait que les représentations du Cardenio de 1613 n'ont pas été les seules, l'une à la cour, Whitehall, l'autre devant l'ambassadeur du duc de Savoie, à Greenwich, mais que la pièce avait pu entrer dans le répertoire des Kingsmen et qu'elle a donné lieu à un certain nombre de reprises. Et ceci permettrait d'éclairer la signification d'une allusion dans une lettre d'un diplomate qui s'appelle Thomas Roe, R-O-E, à
la fameuse épouse du prince palatin, Élisabeth, la fille de Jacques Ier, qui est une lettre du 29 octobre 1630, et où il est question d'une discussion sur tous les échanges, conversations à propos d'un traité de paix qui vient d'être signé entre la France et l'Espagne. Et dans cette lettre, Thomas Roe évoque une grande calamité qui a fait que les théâtres ont été fermés. Et il s'agit d'une autre peste. Une autre raison de fermeture des théâtres, ce n'était pas seulement le puritanisme de la Révolution anglaise, mais c'était aussi chaque fois d'une épidémie de peste. C'est arrivé très fréquemment durant la période où Shakespeare écrit des pièces de théâtre. Et une chronologie problématique des pièces peut être liée aussi à ces moments de fermeture des théâtres. Et il ajoute, Thomas Roe, 1630, « Si nos esprits avaient été remplis avec les amours de Pyrame et Thisbé, ou les fortunes diverses de Don Quichotte, The Various Fortunes of Don Quichotte, nous ne nous serions jamais préoccupés autant de savoir qui a fait la paix ou la guerre, mais seulement sur la paix et la guerre sur la scène. » Donc l'idée que la fermeture des théâtres a fait que la discussion autour des questions diplomatiques a dévoré les conversations, et que ça n'aurait pas été le cas si les esprits avaient été occupés par les amours de Pyrame et Thisbé ou les fortunes diverses de Don Quichotte. Alors cette mention a fait intérêt, problème. Les amours de Pyrame et Thisbé est sans doute une allusion, évidemment, au Midsummer Night Dream, le songe d'une nuit d'été, dans lequel, vous vous souvenez, au 5e acte, les artisans d'Athènes, pour complaire à la cour, ont organisé leur propre spectacle qu'ils appellent la comédie de Pyrame et Thisbé, et qui est évidemment tourne au ridicule, puisqu'ils n'ont pas les moyens, les techniques pour donner cette représentation comme il se devrait. L'idée que l'on peut désigner une pièce à partir d'un nom de personnage qui n'est pas dans le titre de la pièce est tout à fait commune. Donc, l'idée que Pyrame et Thisbé vaut pour le songe d'une nuit d'été est renforcée par de nombreux exemples. Par exemple, dans le folio des œuvres de Shakespeare qu'il possédait, le roi Charles Ier avait indiqué comme un nouveau titre Malvolio pour la nuit des rois, un des personnages devenant le titre de la pièce. Et on l'avait vu dans le registre des contes de 1613, lorsqu'il était question d'une pièce représentée qui avait pour titre Hotspur et qui était sans doute le premier Henri IV de Shakespeare, puisqu'il est mentionné sur la page de titre ses exploits ou ses destins du duc de Percy, Hotspur, ou bien dans le même document, Béatrice et Bénédicte, qui valaient pour Much Ado About Nothing, beaucoup de bruit pour rien. Donc il y a là un très commun de désigner une pièce en prenant un caractère, enfin un personnage ou une série de personnages. Alors, du coup, le problème, quelle est la pièce que Thomas Roe pouvait désigner avec Don Quichotte, dans la mesure où, jusqu'à ce moment-là de l'histoire, aucune pièce n'a jamais, à la connaissance, à notre connaissance, n'a jamais explicitement indiqué que Don Quichotte en était un des personnages. Et donc, une recherche a pu être faite pour savoir si dans la liste des titres des pièces que l'on connaît entre 1605 et 1630, 1605 puisque c'est la publication de La Historia de Cervantes, et 1630 qui est la date de la lettre, un titre pouvait évoquer une présence, une relation avec Don Quichotte. Ce qui a trouvé, c'est qu'effectivement, il y avait des pièces qui étaient fondées sur Don Quichotte, mais où Don Quichotte, évidemment, ne devait jamais apparaître, c'est-à-dire les 3 pièces fondées sur la nouvelle du Curieux impertinent,
Amends for the Ladies, The Coxcomb by Fletcher, and The Ladies' Tragedy par Middleton, intrigue secondaire qui démarque de très près d'ailleurs le curieux impertinent. Mais aucune de ces pièces pouvait être indiquée comme en rapport avec Don Quichotte, qui par définition n'y apparaît pas. La seule pièce dont un titre pourrait suggérer que Don Quichotte éventuellement était présent, c'est The History of Cardenio de 1613. C'est la seule possibilité, ce qui est évidemment tout à fait important pour deux raisons. La première, que si on admet cela, c'est-à-dire qu'une pièce qui est sur les amours de Cardenio néanmoins peut être désignée en 1630, puisqu'on ne voit pas quelle autre pièce pourrait être désignée par Thomas Rowe à partir du nom de les valeureuses, les fortunes diverses, The Various Fortunes of Don Quixote. Si on admet ça, ça voudrait dire que dans la pièce de 1613, même si elle portait comme titre Cardenio, The History of Cardenio, Don Quichotte apparaissait, en dépit du titre. Il y a d'une plausibilité à cela, c'est-à-dire dans le livre que j'avais publié, j'avais essayé d'analyser en parallèle d'autres adaptations théâtrales de Don Quichotte, contemporaines, ou presque contemporaines, et l'on voyait que dans toutes ces adaptations, Don Quichotte était présent sur la scène, soit parce que la pièce elle-même s'appelait Don Quijote de la Mancha, qui était le titre de la Commedia de Guillén de Castro, sans doute écrite avant 1608 et peut-être immédiatement après la publication de l'histoire, même si, dans cette pièce de Guillén de Castro, l'essentiel est l'histoire des amours et désamours de Cardenio. Mais Don Quichotte apparaît comme le personnage comique, dédoublé avec Sancho, comme ce personnage typique des comédias qui est le gracioso des comédias, celui qui est investi d'une fonction de faire rire. Donc là, le titre et le texte montrent Don Quichotte. Mais la pièce la plus proche aussi chronologiquement, c'est-à-dire une pièce française de Pichou, Les Folies de Cardenio, publiée en 1629, représentée par les comédiens du théâtre de l'Hôtel de Bourgogne en 1628, elle ressemble beaucoup à The History of Cardenio, Les Folies de Cardenio, et Don Quichotte y est présent, comme contrepoint comique, toujours avec cette dimension d'extravagance, de comédie, dans ce qui peut être une dimension plus tragique, c'est-à-dire les trahisons et les peines des jeunes gens. C'est pour ça d'ailleurs que le texte de Pichou est présenté comme tragicomédie. Donc on aurait là une indication de ce qui a beaucoup préoccupé les critiques, de savoir si dans une pièce qui s'appelait Cardenio, qui était donc tirée du Don Quichotte comme livre, Don Quichotte comme héros apparaissait. À suivre Thomas Rowe, oui. La deuxième conséquence qu'on peut tenir de cette lettre de 1630, c'est la présence perpétuée de Cardenio dans le répertoire des Kingsmen, puisque Thomas Rowe y fait allusion comme si c'était une pièce encore présente dans les esprits. C'est les aventures de Don Quichotte. Alors vous me direz encore, mais pour quel rapport avec Shakespeare ? Le rapport avec Shakespeare est que Gayton utilise dans son texte les plaisantes notes sur Don Quichotte une expression que l'on trouve nulle part ailleurs et qui est de désigner Don Quichotte comme le Shake-Spear, ça dépend de la prononciation, of the Mancha, c'est-à-dire littéralement celui qui manie la lance, Shakespeare. Mais évidemment, cette formule qui ne se trouve pas dans la traduction de Shelton et qui se comprend en rapport avec les multiples annotations que Gayton fait en liaison avec des pièces ou des dramaturges anglais
contemporain ne peut pas ne pas faire penser à Shakespeare, et peut-être qu'on prononçait Shakespeare à l'époque, et que le jeu avec to shake et le pair comme lance était une plaisanterie qu'on faisait sur le nom, et c'est déjà une tradition qui avait commencé avec un des tout premiers textes que l'on a sur Shakespeare, qui est une critique d'ailleurs, de Thomas Green, 1592, et qui évoque the shake scene. Alors, shake-scene. Et ça se perpétue avec comme un jeu de mots, une plaisanterie sur le nom de Shakespeare. On a par exemple un épigramme de Thomas Bancroft où on rencontre Thou hast so used thy pen, tu as tellement utilisé ta plume, or, entre parenthèses, shook thy spear. Oh, tu as tellement remué ta lance. Donc cette idée-là, d'une part, qu'on pouvait jouer avec un tiret qui séparait shake, le verbe, to shake, de spare, ou autre mot. Shakespeare, shake scene, était lié à la graphie même du nom de Shakespeare sur les pages de titre des éditions, puisqu'on a pu se rendre compte que dans les signatures de Shakespeare que l'on a, qui sont au nombre de 6, il ne met aucun espace entre le K et le S. Toutes les pages de titre qui utilisaient en italique le nom de Shakespeare ne pouvaient pas faire cela dans la mesure où on est devant des graphies où le K a une longue jambe et où le S était un S long. Et donc, typographiquement, la rencontre entre le K et le S en italique produisait une sorte de fragilité de la composition et le risque que ou bien l'impression soit très mauvaise ou bien les lettres soient altérées. Ce qui fait qu'on a introduit typographiquement entre le K et le S en italique soit le E, qui est toujours le nôtre, soit un tiret, E et tiret, pour que la stabilité de la composition typographique soit donnée. Et cet usage s'est maintenu alors même que l'on n'imprimait plus en italique le nom de Shakespeare. Et même si c'est imprimé en romain, et même avec des K qui n'ont plus de longues jambes, on a cette introduction de quelque chose, E, tiret, ou E et tiret, entre le K et le S. Ce qui est une belle réflexion qui avait été faite par Randy MacLeod sur le fait que, y compris le nom propre, est produit par la publication, non seulement la réputation, non seulement les attributions, mais y compris le nom propre. Et le nom typographique de Shakespeare n'est pas celui qu'il utilisait dans la variété de ses signatures, mais au moins un point commun de toutes les signatures que l'on connaît était que K et S n'étaient pas séparés. Donc, une fois admis cette idée, Shake séparé, on pouvait jouer avec le nom en y associant la scène ou en associant la lance. Et donc, du coup, cette référence de Gayton to Shakespeare renvoie à le seul autre énoncé de tout le XVIIe siècle dans lequel on trouve dans la même phrase et Don Quichotte et Shakespeare. Don Quichotte comme le Shakespeare of the Mancha. Et donc c'était le fait qu'on aurait là d'une seconde rencontre littérale, pas celle imaginée comme par Burgess, pas celle déduite de nos raisonnements sur l'attribution des pièces, mais dans un même syntagme, Don Quichotte et Shakespeare, Cardenio et Shakespeare, donc implicitement Cervantes et Shakespeare. Et en même temps, comme vous le voyez, s'il utilise Shakespeare, le Don Quichotte qui remue, manie sa lance, c'est une référence à ce qui a été, je vais terminer par là, à ce qui a été
la métaphore ou la synecdoque qui donnait signification à tout le livre, c'est-à-dire la scène avec la lance de l'attaque contre les moulins à vent, the fight with the windmill. Et à la fin du précédent couple, quelques auditeurs ou collègues m'ont demandé si, quand j'évoquais pour les années 1606-1607 l'idée de to fight against the windmill, de lutter, le combat contre les moulins à vent, était nécessairement une référence à Cervantes et à Don Quichotte, ou si la formule existait préalablement. Je dois dire que, bon, je n'ai pas fait toutes les recherches qui seraient sans doute nécessaires, mais il n'y a aucune attestation, ni en français, ni en anglais, d'une utilisation de la formule combattre des moulins à vent avant la référence à la circulation, la lecture de Don Quichotte, enfin à la scène du combat contre les moulins à vent. Dans le Oxford English Dictionary, qui est très précis pour les attestations et les apparitions de mots, la formule existe, mais elle est immédiatement référencée avec une allusion à Cervantes et Don Quichotte. Et donc le Shakespeare de Gayton renvoyait aussi à cette idée qui fait que Don Quichotte comme personnage, Don Quichotte comme livre sont immédiatement désignés méthodiquement par le combat contre les moulins à vent. Et ceci est renforcé par une petite étude que l'on peut faire sur non seulement le fait que cette expression « to fight with a windmill », combattre contre des moulins à vent, est directement dérivée de la scène du chapitre de Don Quichotte, mais aussi, donc ça serait une forme d'introduction d'une innovation, mais aussi par l'introduction dans la langue anglaise des néologismes qui ont été liés eux aussi avec le Quichotte et qui apparaissent densément dans les années 1640 et particulièrement dans le contexte de la Révolution anglaise ou de la guerre civile. Je dis toujours les deux puisque ça dépend des interprétations des historiens. Il y en a qui veulent maintenir l'idée de English Revolution et d'autres qui préfèrent l'idée des guerres civiles. Bon, moi, comme je n'ai pas la connaissance pour prendre parti, on peut dire les deux à la fois. Et dans ce contexte-là, on voit que la référence à Don Quichotte est puissante, donc on est à un moment, dans un certain sens, quichotesque. 1652 réédition de Shelton, 1653 le texte de l'entrée de Moseley, 1654 le livre de Gayton, et dans les 10 années qui ont précédé, une grande présence de Don Quichotte, et à commencer par les mots. En 1642 apparaît Quixotical. C'est un pamphlet de John Taylor et qui veut se moquer des Don Quixotical and Amadis de Goldical battles. Les batailles, c'est difficile, Don Quichotesque et de l'Amadis de Gaulesque qui sont une nouvelle fois liées. Et vous vous souvenez que dans les pièces de Ben Jonson, avant la traduction, publiée en 1610 ou représentée en 1610, on avait cette association. Don Quichotte, Amadis. Don Quichotte, le dernier des Amadis. Et donc, on retrouve là avec le Don Quixotical, qui est parallèle au Amadis de Goldical chez John Taylor, et lié aux battles dérisoires de l'un et l'autre, cet premier mot. Une deuxième introduction dans le vocabulaire qui est intéressante, c'est lorsque l'on parle de un Don Quichotte, qui n'est plus le personnage, mais qui devient un nom commun. Et on avait vu que ça pouvait commencer très tôt, puisque à la fête de Valladolid en 1605, notre ami le noble portugais Pineiro avait désigné un de ses compatriotes comme un Don Quichotte.
Il n'était pas déguisé en Don Quichotte, mais son apparence et le fait qu'il utilisait un malheureux cheval comme Rocinante faisait qu'il y avait déjà cette possibilité d'un stéréotype et d'un détachement du nom commun, un Don Quichotte, du Don Quichotte de Cervantes. Et dans les pamphlets de la guerre civile ou de la Révolution, par exemple en 1644, dans un pamphlet souvent réédité de John Cleveland, contre le Parlement, on trouve « The Quixotes of the age fight with the windmills of their own heads ». Les Quichottes de ce temps combattent contre les moulins à vent de leur propre tête. Et on trouverait aussi une formule où le Quichotte devient un verbe, to be quixoted, être enquichoté, dans 1648, ça se trouve dans un pamphlet de Thomas Wynyard, lui aussi contre l'armée du Parlement et contre le chapelain de cette armée du Parlement qui était président de St. John's College à Oxford. Il dit « Sure, he is Don Quixoted ». Il a pris le collège pour un château enchanté et les fellows du collège pour des géants. Sûr qu'il est enquichoté, Don Quixoted. Et au-delà, et je termine avec ça, dans la lutte des pamphlets, mais aussi des périodiques qui détournent comme auteur le Mercurius Britannicus, qui était le premier supposé fictionnel auteur des premières gazettes publiées en 1624. Elle se multiplie avec des multiplications du Mercurius Britannicus. On voit que la figure récurrente de cette littérature pamphlétaire, jusqu'à maintenant les textes que j'ai cités étaient surtout des textes royalistes opposés au Parlement, mais plus généralement dans cette lutte de pamphlets ou cette lutte de gazettes, les ennemis sont les uns et les autres. Et du coup, l'image de l'ennemi comme un Don Quichotte ou comme Don Quichotte luttant contre les moulins à vent se transforme dans la figure ridicule et vaine de ce combattant illusoire, et une manière de dépréciation, de disqualification, de dérision par rapport à l'adversaire, que ce soit les parlements pour les royalistes ou que ce soit le roi pour les parlements, et justement cette identification quichotesque est liée toujours en arrière-fond avec l'idée du combat contre les moulins à vent. Voilà les éléments qui nous permettent de penser qu'avec grand degré de certitude, The History of Cardenio de 1653 avait été composé par Fletcher, et avec un degré de possibilité ou de probabilité que Shakespeare, comme il l'a fait pour The Two Noble Kinsmen ou comme il l'a fait pour All is True, c'est-à-dire Henri VIII, a collaboré avec Fletcher dans cette pièce. La déception ou la frustration est évidemment que pour une pièce dont nous avons un titre, dont nous avons les auteurs, dont nous avons la référence à un manuscrit, jusqu'ici n'existe pour le texte que le titre et peut-être ou vraisemblablement cet air chanté par Dorothea lors de sa rencontre avec Cardenio et le curé et le barbier. Une fin du séminaire, mais j'irai de court, mais j'irai peut-être plus vite puisque cela était l'objet de ce livre que j'avais publié, c'est au moment où, en 1728, un dramaturge, mais qui est en même temps un philologue et un éditeur du XVIIIe siècle, Lewis Theobald, prétend qu'il possède ou possédait 3 ou 4 manuscrits de cette pièce, du Cardenio de 1613, et que c'est sur ces manuscrits qu'il a bâti sa propre pièce, Double Falsehood, la double imposture,
qu'il fait représenter au théâtre de Drury Lane en 1727 et qu'il fait imprimer en 1728. Ce qui a été sans doute la manière d'ouvrir tout un nouvel espace jusqu'à aujourd'hui à la question du Cardenio perdu. En conclusion, trois traits. Le premier trait, c'est que vous voyez que pour ce monde-là de littéraire ou esthétique ou dramatique, là, des techniques de recherche qui à la fois sont minutieusement philologiques et qui d'autre part conduisent toujours à un degré d'incertitude entre le possible, le plausible ou le probable, domine notre approche. La conséquence de cela, c'est évidemment aussi la nécessité de réviser ce qui sont pour nous des hiérarchies acquises, données, mais qui ne le sont pas pour les contemporains. Et du coup, par exemple, cette centralité de Fletcher dans le théâtre anglais du XVIIe siècle et non pas celle de Shakespeare. Et le dernier trait, me semble-t-il, c'est pour nos manières de travailler, le fait que dans un monde où on a souvent l'idée juste qu'il faut créer des approches plus globales, plus vastes, d'ouvrir sur des espaces, sur des histoires de grande amplitude, que quelquefois de passer des heures sur une seule phrase, The History of Cardenio, ou bien, comme je l'avais fait l'année dernière, sur un seul mot pour la totalité du cours, sprezzatura et comment traduire sprezzatura, peut quelquefois avoir aussi une valeur de connaissance. Merci.